Vous savez, à 84 ans, on croit tout connaître de la vie. On a vu des choses, on a aimé, on a perdu. 40 ans dans le même lycée à enseigner l'histoire. Et puis un jour, sans avertissement, on découvre qu'on ne connaissait rien du tout. Ma vie a basculé sur un anniversaire, le mien. Un jour où j'aurais dû être entouré. À la place, j'ai été livré, comme un colis. Et ce qui s'est passé après, c'est ce que je dois vous raconter. Pas pour me plaindre, non, jamais. Je ne suis pas amer. C'est une histoire que vous devez entendre. Dans cette histoire, il y a quelque chose que nous avons tous oublié. Quelque chose sur la dignité quand on est vieux. Si vous avez un parent âgé, regardez jusqu'au bout. Et après, écrivez-moi, abonnez-vous, parce que cette histoire ne s'arrête pas où vous croyez. Je suis né à Villefranche-sur-Saône après la guerre. Mon père était maçon. Ma mère faisait des lessives. Nous étions pauvres, mais nous avions la rue. Les enfants couraient entre les façades. Et nous avions ce sentiment que la vie valait quelque chose parce qu'elle était partagée. À 23 ans, j'ai rencontré Isabelle à une danse. Elle avait des yeux bleus magnifiques. Nous nous sommes mariés à l'église du Vieux-Lyon. 3 enfants. Et j'ai enseigné l'histoire au lycée Ampère pendant 40 ans. 40 ans d'adolescents qui apprenaient que la dignité était un droit. Pendant 40 ans, je construisais une vie où les repas du dimanche auraient du sens, où mes enfants comprendraient que l'on vivait ensemble, que c'était ça, la famille, quelque chose de sacré. Isabelle mourut en 1998, un cancer. Elle avait 62 ans. D'un coup, le silence. Mais mes enfants venaient le dimanche. Luc était informaticien. Marie-Thérèse mariée à un médecin. Philippe en Alsace. Nous mangions ensemble. Nous buvions du Beaujolais. C'était normal. Mais les années passent. Et avec elles passent aussi les attentions. D'abord, les repas du dimanche se faisaient moins réguliers. Luc disait qu'il avait du travail. Marie-Thérèse disait que les enfants avaient des activités. Philippe envoyait des messages au lieu de venir. Ensuite, les appels téléphoniques se sont espacés, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et puis j'ai arrêté de compter. Vous comprenez, ce n'était pas brutal, ce n'était pas une rupture nette, c'était comme l'eau qui s'écoule d'un verre. On ne la voit pas partir. On regarde simplement, un jour, et on se rend compte que le verre est vide. Je restais dans la maison de Villefranche, seul. Je faisais mes courses à la boulangerie, où j'achetais le même pain blanc depuis 30 ans. Je lisais Les Misérables, ce vieux livre usé qu'un professeur m'avait donné en 1956, quand j'étais moi-même un enfant intelligent, mais pauvre. Je jouais à la pétanque avec mes vieux camarades de lycée dans le parc. Je regardais les enfants courir. Je me disais que j'avais eu une belle vie, une vie normale. Rien de plus, rien de moins. Mais seul, c'est différent. Seul, on commence à entendre son propre silence. Seul, les repas sont différents. Seul, le dimanche n'est qu'un jour de la semaine parmi d'autres. Les gens disent que les vieux s'habituent à la solitude. Qui a dit cela? Personne ne s'habitue à la solitude. On devient simplement meilleur à la cacher.
Mes enfants m'appelaient, pas souvent, mais ils m'appelaient. Et à chaque appel, je sentais presque du soulagement, parce que enfin, quelqu'un parlait. Et puis l'appel finissait. Et il y avait ces 3 mois avant le suivant. Luc était devenu directeur d'une entreprise de logiciels. Il gagnait bien sa vie. Mais il parlait toujours en termes d'argent. Il m'envoyait de l'argent, beaucoup d'argent. Pas sa présence, pas son temps, pas une promenade. De l'argent, en transfert bancaire, comme si on payait une facture. Marie-Thérèse avait changé. Elle était devenue une femme d'affaires elle aussi, directrice d'une école privée. Elle parlait de ses enfants, mais elle parlait surtout de leurs accomplissements, leurs notes, leurs compétitions de natation, leurs admissions dans des grandes écoles. Elle ne me demandait jamais comment j'allais vraiment. Elle trouvait juste naturel que je sois ici, à Villefranche, en train d'attendre que l'on ait le temps de m'appeler. Philippe était le plus doux des 3. Il écrivait parfois de longs messages. Mais les messages, c'est facile. On peut les écrire pendant qu'on regarde la télévision, pendant qu'on attend chez le dentiste. Ce n'est pas comme une visite. Ce n'est pas comme un repas ensemble. Les années ont continué. J'ai vieilli. Vous remarquez à peine que vous vieillissez quand vous êtes seul. Et puis un jour, vous vous levez et vos jambes ne veulent plus bouger aussi vite. Votre mémoire devient plus lente. Vous oubliez si vous avez mangé. Et c'est là que commence vraiment la solitude. C'est là qu'elle devient d'une lourdeur physique. J'ai eu une légère attaque en 2019. Rien de grave. Juste un avertissement. J'ai dû m'arrêter, rester chez moi. Et c'est alors que les appels se sont espacés encore plus. Parce que maintenant, j'étais non seulement seul, j'étais fragile. J'étais un projet, un problème à résoudre. Luc a commencé à parler d'une maison de retraite, pas avec moi, avec ses frères et sœurs, pendant des années, j'imagine, pendant que je n'écoutais pas, pendant que je lisais Mon Misérable dans le salon, pendant que je jouais à la pétanque le jeudi matin. Une maison de retraite. C'est drôle comme on appelle cela une maison. Ce n'est pas une maison. Une maison, c'est un endroit où vous avez des souvenirs, où les murs ont entendu vos rires, où les fenêtres ont vu votre vie se transformer, jour après jour. Une maison de retraite, c'est un endroit où on vous met quand vous n'êtes plus utile, quand vous n'êtes plus productif, quand il y a trop à faire pour vous garder chez vous. On l'appelle une maison par politesse. C'est une cage, mais on l'appelle une maison. Et puis, mon 84e anniversaire est arrivé. Le 16 mars 2024, un dimanche. Luc avait appelé une semaine avant. Il disait qu'il venait, qu'il amènerait Marie-Thérèse et Philippe, qu'on ferait quelque chose de spécial. J'ai cru qu'enfin quelque chose changeait, que j'allais revoir ma famille ensemble, que ce vide des années allait se remplir, au moins pour une journée. Le matin de mon anniversaire, je me suis rasé avec soin. J'ai mis mon costume bleu, celui-là même que j'avais porté à mon dernier cours au lycée, en 2005. Je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai fait du café. J'ai attendu. Ils sont arrivés à 10 heures du matin, les 3 ensemble, mais avec des valises dans le coffre. J'ai cru d'abord que c'était pour partir en week-end ensemble, quelque chose que nous n'avions jamais fait,
mais qui aurait pu arriver. Luc a parlé en premier. Il parlait comme un homme qui lit un texte qu'il a préparé. Il parlait de responsabilité. Il parlait de ma santé. Il parlait de mon bien-être. Il parlait comme un directeur d'une entreprise, pas comme un fils. Il disait que j'allais aller dans une EHPAD. C'était mieux comme ça. C'était la meilleure chose pour moi. J'aurais des gens autour de moi, des médecins, des infirmières. Je ne serais pas seul. Le mot « seul », il l'a prononcé comme si c'était un péché, comme si être seul était quelque chose de honteux, comme si je n'avais pas déjà été seul pendant 10 ans, et il venait seulement maintenant me sauver de cela, parce que j'étais devenu un problème, parce que maintenant, il fallait trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Je ne me souviens pas d'avoir dit oui. Je me souviens seulement que j'ai fermé les yeux. Et quand je les ai rouverts, une voiture était devant ma porte. L'EHPAD Charlemagne, à Saint-Genis-Laval, à 20 kilomètres de la maison où j'avais passé 50 ans. Ils m'ont emmené ce même jour, mon anniversaire, pour mon anniversaire. Ils avaient la maison de retraite toute prête, tout arrangée, sans me demander, sans discuter. C'était ma vie, mais c'était déjà arrangé avant que je puisse en dire un seul mot. Je me souviens de la chambre, des murs beiges, d'une fenêtre qui donnait sur le parking, d'un lit métallique, d'une télévision montée très haut au mur, d'un fauteuil roulant dans le coin qui m'attendait. Pas pour moi encore, mais il m'attendait, comme une promesse de ce qui allait venir. Ils ont dit qu'ils reviendraient bientôt. Luc a serré ma main, pas mon épaule, ma main, comme on serre la main d'un étranger à la gare. Et puis ils sont partis, tous les trois, dans la même voiture. Ce soir-là, je me suis assis sur le lit. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai simplement pensé, voilà, c'est ça la fin de la vie qu'on croyait avoir eue, la fin de la famille qu'on croyait avoir, la fin de la dignité qu'on croyait mériter. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre. La nuit commençait à tomber. Le parking était orange sous les lampadaires, et j'ai pensé, je suis un homme qui a enseigné l'histoire pendant 40 ans. J'ai enseigné aux enfants que la dignité humaine était un droit, que chaque personne comptait, que l'État avait le devoir de protéger les faibles. Et puis j'ai été livré comme un colis dans une chambre d'hôpital avec des murs beiges. Le premier mois à l'EHPAD, c'était comme être sous l'eau. On entend des bruits, mais on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. On voit des gens, mais on ne sait pas qui ils sont vraiment. Il y a une routine. On vous réveille à 7 heures. On vous donne à manger. On vous fait prendre vos médicaments. On vous regarde la télévision. Et puis on se couche. Les infirmières étaient gentilles, sincèrement gentilles. Ce n'était pas de leur faute si j'étais un vieux homme dans une chambre avec un numéro. Ce n'était pas de leur faute si la dignité était un concept que personne ne comprenait plus. Mais chaque soir, je me couchais et je pensais à la maison, à ma table de cuisine, à la boulangerie, à la pétanque le jeudi matin, à Les Misérables qui étaient restés là-bas, dans la poche de ma veste. J'avais apporté un livre, mais ce n'était pas le bon. C'était un thriller pour les vieux qui ne savent plus lire. Et puis,
Une semaine avant mon 85e anniversaire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dimanche matin, j'étais dans la salle de télévision avec d'autres vieilles personnes, et la directrice vint me dire qu'il y avait des visiteurs. Pour moi. Je crus que c'étaient mes enfants, mais c'était différent. C'était Monsieur Renaud et Madame Fournier, mes anciens collègues, tous dans les années 90, tous venus ensemble. Ils portaient une bouteille de Beaujolais, une tarte aux pommes, et Monsieur Renaud portait un ordinateur portable. Ils ont assis dans le salon de l'EHPAD, pas dans ma chambre, dans le salon, devant tous les autres résidents. Et puis quelque chose d'impossible s'est produit. Monsieur Renaud a ouvert l'ordinateur et il a joué un enregistrement. C'était ma voix de 50 ans, ma voix de professeur. Je parlais de la Révolution française, de Robespierre, des droits de l'homme, et je me souvenais de ce jour exact. C'était un cours particulièrement bon. C'était un cours où j'avais vu les enfants comprendre quelque chose de profond, où j'avais vu l'histoire devenir vivante. Monsieur Renaud dit qu'une de ses petites filles avait digitalisé mes cours, qu'elle les avait mis en ligne, que ma voix avait continué à vivre, qu'elle avait parlé à des enfants que je n'avais jamais rencontrés. Et puis d'autres arrivent, des anciens élèves, des hommes et des femmes dans la cinquantaine. Ils disent que j'avais changé leur vie. Un cours en 1985 sur la résistance. Une fille devenue avocate. Tous venus. Il y en avait 40. 40 personnes dans une EHPAD, un dimanche, pour moi. Et puis, à 3 heures de l'après-midi, Luc, Marie-Thérèse et Philippe sont arrivés. Ils avaient reçu un message que l'un des anciens élèves avait envoyé. Ils sont entrés dans le salon et ils ont vu la salle pleine. Ils ont vu leur père entouré de gens qui riaient, qui le touchaient, qui lui disaient qu'il avait compté, que sa vie avait signifié quelque chose. Je les ai regardés, et j'ai vu quelque chose sur leur visage. C'était de la honte. C'était de la honte, enfin, après toutes ces années. Ils ont compris, je crois, en ce moment même, ce que j'avais toujours su, que je n'étais pas qu'un vieillard seul qu'il fallait placer. J'étais un homme qui avait vécu, un homme qui avait construit quelque chose, un homme qui comptait encore. Mais voici la chose étrange. Je n'étais pas en colère, et je n'étais pas heureux non plus. J'étais juste soulagé. Soulagé de savoir que je n'avais pas vécu pour rien. Soulagé de savoir que ma vie avait un sens, même si mes enfants l'avaient oublié. À 84 ans, on apprend que la solitude n'est pas le pire. Le pire, c'est de croire qu'on n'existe pas. Et puis un jour, 40 personnes arrivent et te rappellent que tu as existé, que tu existes encore, que l'on se souvient de toi. Vous savez, je suis toujours ici à l'EHPAD. J'ai 85 ans maintenant. Ma chambre donne toujours sur le parking. Mais je vais maintenant à la bibliothèque de Saint-Genis-Laval 1 fois par mois. Monsieur Renaud vient me chercher. Et parfois, une de mes anciennes élèves vient me voir avec son mari et ses enfants. Et je leur parle de l'histoire, parce que c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai toujours su faire. Mes enfants viennent me voir maintenant, toutes les 2 semaines. Luc s'excuse. Mais les excuses, c'est facile. Ce qui compte,
c'est qu'il vient, c'est qu'il s'assied et qu'il écoute. Et la leçon, la vraie leçon de cette histoire, c'est que la dignité ne vous est pas enlevée, c'est vous qui la donnez. Et si vous la donnez seulement à vous-même, à votre famille, à votre cercle étroit, alors vous aurez du mal à la trouver. Mais si vous la donnez au monde, si vous enseignez, si vous partagez, si vous construisez quelque chose qui vit après vous, alors elle ne meurt jamais. Je n'ai pas besoin que mes enfants me rendent visite pour avoir une vie digne. J'ai une vie digne parce que j'en ai construit une vie qui a compté, une vie qui continue à compter. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous, commentez et surtout, souvenez-vous, vous ne vieillissez jamais seul si vous avez construit quelque chose qui vit.